Hello les amis, bienvenue pour cette pleine lune en Gémeaux dont vous voyez la carto et qui va valoriser l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors évidemment, qui parle du Gémeaux nous rappelle tout de suite la grande rétrogradation qui avait duré 8 mois il me semble en Gémeaux et qui avait vraiment initié ce Mars dans un signe du Gémeaux qui fait référence à la biche de Sérénie dans les travaux d'Hercule et qui vient nous parler du féminin. C'est vraiment le thème de toutes ces lunaisons depuis longtemps et j'aimerais qu'on l'aborde comme ça. Donc je vous propose un petit développé depuis les précédentes lunaisons. Alors, le 28 octobre, c'était l'éclipse. J'avais mis sur cette carte-là une sorte comme ça de portail et je l'avais défini par l'axe des nœuds jusqu'à la conjonction nouvelle lune pleine, la conjonction lune-soleil, c'est-à-dire le fait que Mars soit conjoint au soleil, le fait que la lune soit conjoint à Jupiter, et j'avais étiré cette zone-là, vous voyez, jusqu'à l'axe des nœuds. Ok ? Et on pourrait dire comme une espèce de fente dans laquelle on imagine que Jupiter et la Lune nous parlent de Dionysos. Et Dionysos, pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est parce que on sait que l'histoire de Dionysos, en fait, on sait que, est révélatrice aussi d'un travail du cœur. Pourquoi? Parce que Dionysos a dû, je vous l'ai raconté la dernière fois, donc je fais brièvement, terminer sa gestation finalement dans la cuisse de son père, parce que sa mère est décédée. Et ensuite, quand il est né, il a été déguisé pour ne pas être reconnu par Héra qui le chasse en fait et qui n'est pas du tout contente des écarts que fait Zeus. Et donc, il termine sa gestation dans la cuisse de Jupiter. Et lorsqu'il naît, les titans lui offrent des jouets. Et lorsqu'il se retrouve devant un miroir, alors, il l'attrape, il le découpe en morceaux et finalement ne restera de lui vivant que son cœur qui qui va permettre la recomposition de Dionysos, qui veut dire 2 fois né, à partir de son cœur. C'est sa grand-mère, Rhea, c'est-à-dire la femme de Cronos, qui va s'occuper de ça. Cronos, Saturne. Ok, donc Dionysos, Luc Biget nous dit, j'ai pris 2-3 notes que j'aime bien, je trouve jolies. Il ouvre la conscience du sujet à quelque chose de plus grand que lui. C'est l'épanouissement du foie, parce que ça fait référence, disons que Jupiter fait référence au foie. Le foie symbolique est un état paradisiaque où il y a une communion d'amour qui est accomplie. Une communion d'amour qui est accomplie. Voilà ce qui se passe dans le foie. Et je vous parle du foie parce que Jupiter fait référence au foie. Dionysos, donc, dieu du vin et de l'ivresse, est reconstitué 2 fois né à partir de son cœur. Et on sait que Mars, qui est devant ici, entre dans une conjonction très forte avec le Soleil qui va durer un certain temps et qui va intégrer d'autres acteurs dont on parlera après. Ok, pour moi, ce qui était intéressant là de manifester, c'est l'histoire de Dionysos, c'est de mettre Vénus, mais bon, vous retournez vers l'analyse de cette pleine lune-là, et voilà. Je mets ici la courbe de rétrogradation de Vénus, qui avait démarré au point 1, c'est la conjonction Vénus-Soleil, mais qu'on a retrouvé ici, conjonction Soleil-Vénus, et il y a eu toute cette boucle de rétrogradation qui a duré un certain temps, et au point 8, quand Vénus est revenue sur un point symbolique et fort de sa zone de rétrogradation, c'est-à-dire en fait
le 28e degré, qui était la fin de sa zone de rétrogradation, comme on voit sur la carte, eh bien, c'était le 7 octobre. Hein, date, s'il en est, importante, en ces temps tout à fait troublés. Je voulais quand même le signaler. Alors, on repart sur... Mais voilà. La carte, cette fois-ci, celle d'après, c'est-à-dire la nouvelle lune en Scorpion. Et là, on a parlé du taureau, le fait que Uranus soit en taureau, le fait que Uranus soit en face de la conjonction Lune-Soleil-Mars, qui mettait en valeur l'histoire, comme je vous l'ai dit l'autre fois, de Prométhée, puisque quand il y a Uranus dans l'air, il y a du Prométhée dans l'air. Et quand il y a Mars dans l'air, il y a du Hercule dans l'air. Hein. Et les deux, quand est-ce qu'ils se rencontrent? En fait, ils se rencontrent quand Hercule, se dirigeant vers le jardin des Hespérides, où il va cueillir les 3 pommes, dans les signes du taureau, délivre Mars, c'est-à-dire Hercule, délivre Prométhée du rocher. Alors, là, on a envie de poser la question, est-ce que Mars n'est pas, est-ce que Hercule, Mars n'est pas en train, lui qui a été tellement initié dans les signes du Gémeaux pour acquérir les qualités d'un féminin qui ne se laisse attraper, c'est l'histoire de la biche, que s'il sait qu'il ne va pas être blessé ou qu'il ne va pas blesser lui-même, et qui va faire vraiment un travail de patience et de gestation, un travail vraiment du féminin, c'est le plus long travail d'Hercule, et il voit la biche à droite qu'elle est déjà à gauche, ça lui a demandé énormément de patience, ce travail-là, qui est le travail de la gestation, qui est en fait le travail lié à Saturne, parce que Saturne, lui, voyez-vous, il a avalé ses enfants, et dans l'idée, en fait, il a enfanté de ses enfants. C'est-à-dire que Saturne, au-delà de l'image du rabat-joie qui freine tout, il a surtout pour principe de permettre la métabolisation, comme dit Luc Bichet, ok. C'est vraiment derrière les traces de Luc Bichet, moi. La métabolisation. Saturne permet ça. Et lui, il a vraiment intégré cette notion de la gestation, du temps que ça prend, et la notion de la patience, de la douceur, des qualités qu'on attribue au féminin. Et pourquoi Prométhée est-il attaché au rocher? Mais parce que d'abord, il est indomptable et qu'il n'en fait qu'à sa tête, et Zeus en a ras-le-bol. Mais pourquoi est-il attaché au rocher? C'est pour qu'il intègre cette notion de la gestation. Lui, Prométhée, nous parlant d'Uranus, parce qu'Uranus est dans un feu de créativité, comment dire, infini. Et ce feu-là, eh bien, le féminin n'est pas dans ce même timing, on a envie de dire. C'est-à-dire que la créativité d'Uranus, partant dans tous les sens finalement, et étant non-stop, illimité, eh bien, il doit apprendre, en étant attaché au rocher du quotidien, le temps du féminin. Et on peut se poser la question, là, de Mars en face de ce Uranus en taureau, pas loin de Jupiter d'ailleurs, est-ce qu'on n'en est pas là? Est-ce qu'on n'en est pas là? Parce qu'en fait, quand Uranus va finalement être libéré de son rocher par Hercule, eh bien, bon, il va y avoir un deal avec Zeus, mais le deal en question va intégrer l'histoire d'une bague. Il va finalement mettre à son doigt un des maillons de la chaîne sur lequel il va devoir sertir un morceau du rocher, pour ne jamais oublier finalement.
parce que lui, dans son délire créatif, et cette espèce de teinte prométhéenne dans lesquelles notre époque nous a emmenés, hein, tout feu, tout flamme. Extrêmement créatif, super, super quoi, hein, mais sans intégration, sans métabolisation. Alors, Vénus, elle a été rétrograde un certain temps, hein, donc on l'a vu tout à l'heure, et elle vient changer une valeur, et une valeur de cœur, parce que ça se passait en Lion. Il y avait la notion de remettre en question l'information, ça on en avait parlé plusieurs fois. Vénus en Lion nous parle donc d'une modification, d'une transformation, d'un questionnement profond, d'une remise en question profonde, d'un retour à soi sur qu'est-ce que qu'est-ce qu'aimer? On peut poser cette question-là. Qu'est-ce qu'aimer? Pourquoi? C'est parce que on se souviendra toujours de cette grande conjonction Vénus-Jupiter-Neptune au 27e degré qui a vraiment marqué le ciel. Et tous ces points-là, que sont Pluton, Vénus, etc., ont marqué un certain temps un dessin dans le ciel qui était le sceau de Salomon. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que Saturne est le seul qui n'était pas intégré finalement à ce dessin. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que enfin, on arrive à la pleine lune en Gémeaux du 27 novembre, et Saturne est carré à cet axe de cette pleine lune en Gémeaux. Donc carré à la Lune, carré au Soleil. Ce carré va nous dire, intégrer le fait que, dans la mesure où on voit que Vénus est conjointe au nœud sud, c'est-à-dire que on va encore questionner la notion des valeurs, cette fois-ci par rapport à cet axe nœud nord, nœud sud. On nous dit, finalement, avec un axe nœud sud, nœud nord en bélier, nœud sud en balance, nœud nord en bélier, on nous dit d'aller chercher dans ces valeurs de cœur, Vénus, une forme de spontanéité. C'est d'autant plus intéressant que Athéna, Pallas Athéna, est ici dans la zone, pour mémoire, de l'éclipse lunaire dont on a parlé tout à l'heure, et qu'elle va faire référence au fait d'avoir une intelligence toute intuitive. Pourquoi? C'est parce qu'elle est née du crâne de Zeus. Et on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'impulsion, quelque chose qui est de l'ordre de la spontanéité. Et vous voyez, les deux traits verts que l'on a ici sur cette carte, qui correspondent au quinconce. Eh bien, un quinconce, voyez, c'est ce qui se passe de part et d'autre de l'opposition, c'est-à-dire que toute cette opposition qui était là lors de la lunaison précédente, le Scorpion, le Taureau. Cette fois-ci, on est avant et on est après. Vous voyez, on marque ce dessin-là. C'est-à-dire que les aspects les plus importants finalement de cette pleine lune, c'est la conjonction Vénus-Nœud-Sud, le carré à Saturne et ces deux quinconces qui viennent mettre en valeur une demande assez précise. Donc, on se rend bien compte que Saturne ici, qui est carré à cet axe de pleine lune, vient finalement nous parler de la gestation, du temps de l'intégration. L'intégration de quoi? D'une Vénus qui dit finalement, au nœud sud, les apparences. Dans ce monde de réseau où il faudrait quelque part faire de l'effet, c'est-à-dire que faire de l'effet. Hein, on est vraiment dans une civilisation de l'effet, quoi. Eh bien, ce nœud nord en bélier, il vient chercher des valeurs de l'ordre de l'élan,
de l'élan et de l'élan du cœur principalement, hein, puisque tout le travail qu'a fait Vénus en Lion, c'est ça. C'est un travail sur le cœur, sur l'ouverture du cœur. Et ça nous renvoie à l'histoire de Dionysos dont je vous parlais tout à l'heure, qui a démarré, qui a teinté cette éclipse, parce qu'il y a une recherche très forte d'une communion dont j'ai parlé tout à l'heure, et une communion d'amour. La communion d'amour est accomplie avec un déclencheur historique en fait. Donc je reviens à cet axe Gémeaux-Sagittaire de cette pleine lune. Lune en Gémeaux, l'union. Elle va nous rappeler tout ce travail que Mars a pu faire fut un temps, ce travail de patience et ce travail d'incubation, d'intégrité. Je fais des petits montages, les amis, parce que j'arrête pas de me planter dans mes phrases. Donc, je suis pas assez tranquille, en fait. Ce format-là que je suis pas à l'habitude. Je suis pas à l'aise. Bon, c'est pas grave. Alors, on va parler de Saturne. Saturne en Poisson, il est revenu au tout premier degré du Poisson. Ben, Saturne en Poisson, il vient nous parler, alors lui, carrément, moi je trouve qu'il est très très bien placé en Poisson, ce Saturne, parce que il vient se fondre dans les grandes eaux de l'infini. Et comme nous dit Luc Biget, Saturne, alors c'est celui qui va métaboliser, mais alors de quelle façon? Étrangement. C'est-à-dire que c'est celui qui donc va, on l'a dit tout à l'heure, hein, ingérer ses enfants. Il va enfanter en fait, il va prendre ce temps de la gestation. Mais il y a aussi autre chose avec lui, c'est ce deuxième volet qui est vraiment important, c'est ce qu'on appelle la rienité, la présence du rien. Avec Saturne, l'ego va se fondre en fait, parce que lorsque vous répondez à la question « qui suis-je » et que vous avez rajouté derrière « être », eh bien, et mélangé bien souvent avec le fait d'avoir et de faire, eh bien, une fois que vous avez dit « je suis, j'ai fait, j'ai eu », que la question est posée 3, 4, 10, 15, 50 fois, eh ben, vous n'avez plus rien à dire. Et finalement, ce Saturne va se connecter à la rienité, nous dit Luc Biget, c'est-à-dire à la présence du rien. Si bien que, connecté à rien, il peut se connecter à tout. C'est vraiment le sujet de Saturne, qui ne rencontrera pas Neptune en Poisson, parce que Neptune sera déjà passé en Bélier, mais c'est tout ce travail de l'état de conscience où Neptune, qui va rentrer en Bélier, qui va donc marquer un tel nouveau cycle incroyable, puisque Bélier c'est le premier signe du zodiaque, et c'est le jaillissement, on est dans l'impulsion, alors là, à grandes eaux, l'impulsion vers l'infini. Hein. Et Neptune rencontrera le nœud nord. Avec Saturne, tout ça va faire un savant mélange. Ça va être assez incroyable. Et il y aura, tout ça se passera dans la zone probable d'ailleurs de rétrogradation de Jupiter. Et il y a une telle demande de vérité. On est dans une telle société des apparences, de faire de l'effet. C'est vraiment... tout le monde apprend à faire de l'effet, utilise des petits logiciels faciles, machin. Tout le monde est dans l'effet. C'est complètement hallucinant, quoi. Il y a une perte globale, entre guillemets, d'essentialité. Hein. Et Vénus, elle en a marre, j'ai envie de vous dire. Hein, elle en a ras-le-bol. Et le quinconce nœud sud Vénus à Uranus, c'est un quinconce inférieur.
décroissant. On dit donc inférieur ou décroissant. Alors sachez qu'avec les quinconces, on nous demande une autre perspective. Il y a des aspects très créatifs avec ça. On nous demande une autre perspective et une obligation de maturation. Vous voyez que les quinconces sont de part et d'autre de l'opposition. Hein. On a dit Scorpion, c'est l'opposition, c'est le sujet de la précédente lune. Et là, avant, hein, on est dans un espèce d'angle mort avec le quinconce, toujours un peu bizarre. Ils se comprennent pas trop, ça nous échappe un peu, vous voyez. Mais là, il y a une grande demande de nettoyage. Entre Uranus et Vénus, il y a une sacrée demande de nettoyage. Nettoyage de quoi? Eh bien, de ce monde de l'effet, en fait, quoi. De ce monde des apparences où tout se joue aujourd'hui sur des valeurs impactantes. Beaucoup, il faut impacter. Alors que la recherche essentielle, c'est une recherche de communion. De communion, c'est vraiment ce travail que Dionysos a ouvert en s'immisçant comme ça pendant l'éclipse sur la volonté justement de renaître en fait. 2 fois né Dionysos. On nous demande de renaître, vous voyez, mais de renaître avec d'autres valeurs. Et ce Mars qui est conjoint au Soleil, lui, c'est comme si je vous disais, c'est un nouveau Mars. Vous voyez, on est comme on dirait une nouvelle lune. C'est un nouveau Mars. Initié comme il l'a été dans le signe du Gémeaux, c'est un nouveau Mars. Et sachez que le maître ésotérique du signe du Gémeaux, c'est Vénus, c'est-à-dire du point de vue de l'âme. C'est l'impulsion à aimer, ça fait aussi référence à Castor et Pollux dont on a déjà parlé. C'est l'impulsion à aimer. Et Uranus, lui, vous savez, Uranus et Vénus tournent pas, alors ils tournent dans le même sens que les autres planètes en termes de révolution, mais en termes de rotation sur elles-mêmes, ce sont les 2 seules planètes qui tournent au sens inverse, hein, Uranus et Vénus. D'ailleurs, Vénus est née directement, est une descendante directe d'Uranus. Ok, contrairement aux dieux finalement, hein, qui sont les enfants de Jupiter. Alors, reprenons un peu. Avec le Sagittaire, on va chercher essentiellement la foi. Une licorne en Sagittaire, c'est une licorne qui a vraiment la foi, mais qui a des mémoires de prosélytisme, de persuasion par les armes. Et c'est le côté dark du Sagittaire. C'est le fait de rentrer dans un sillon de pensée, de ne pas être capable d'en sortir. Donc le Sagittaire va devoir faire ce travail, justement, de s'ouvrir aux oiseaux de Stymphale, c'est-à-dire aux grandes pensées platoniciennes, qui sont grandes idées platoniciennes, de façon à accueillir une information qui n'est pas celle de Prométhée et qui n'est pas celle d'Épiméthée, mais qui est bien plutôt celle d'Atlas. Et Atlas, c'est le taureau. Alors, ce deuxième quinconce, lui, qui se fait entre Jupiter et la conjonction Soleil-Mars, eh bien, ce quinconce-là, il fait plutôt référence à quelque chose d'initiatique. C'est un mystère dans lequel il faut plonger. Il faut tester cette nouvelle confiance dans le monde. Vous voyez, Pluton qui est reparti direct et qui entrera en début d'année dans les signes du Verseau, aux côtés de Vénus. C'est ça qui va se passer, ça fait plusieurs années que ça dure. Eh bien, on est en train finalement de travailler de travailler Vénus, de travailler Mars, de travailler ce rapport du féminin au masculin, ce rapport de la créativité non-stop qui pourrait être attribué au masculin et
de cette volonté de gestation que Saturne veut assurer. Il veut assurer une forme de gestation, de métabolisme, une forme d'intégrité, de sortir des apparences. Et c'est pour ça que Vénus est à ce point liée au nœud sud dans cette lunaison, pour rentrer dans des valeurs de cœur qui vont compenser tout cet attrait qui ne joue que sur l'effet, l'impact. Et Vénus va avancer et elle rentrera dans le signe du Scorpion pour justement aller chercher ses vraies vérités, la vérité vraie. Une Vénus sans concession, hein, pour le coup. Une Vénus qui aime comprendre les rouages du mystère, du monde du mystère, et qui aidera ce quinconce-là en Sagittaire d'intégrer ce mystère dans lequel nous plongeons pour ce démarrage prochain dans l'ère du Verseau, nouvelle année, nouvelle ère. Et tout ce travail qu'il faut faire, toute cette réévaluation, ce nettoyage de ces valeurs complètement désastreuses en fait et ravageuses, hein, qui ravagent le monde en fait, quoi. Enfin, qui ravagent les réseaux, qui ravagent complètement nos générations. Il faut quand même être clair là-dessus. Grand sujet des réseaux, hein, grand sujet. Quelles valeurs sont communiquées? Alors il y a énormément de trucs super, hein, bien sûr, puisque grâce à ça, on a accès à une information citoyenne et on en est bien content. Et puis, on a accès à énormément d'informations magnifiques, hein. Moi, je trouve ça génial, Internet. Hein. Mais il y a ce problème de l'effet vite fait, avec des outils faciles, et on rentre dans ce monde de l'effet, c'est-à-dire que Mars qui est allé chercher l'ouverture du cœur, Dionysos qui se pointe là-dedans en disant ok, on va renaître les amis, on va renaître en fait, c'est une préparation à une forme de renaissance, quoi, hein. Renaissance pour tout ce qui nous arrive là, Pluton qui va rentrer en Verseau avec Vénus, on est vraiment dans les grandes vagues de remise en question et de profond je ne sais pas si on va être déposé sur le sable comme ça, d'un coup d'un seul, à poil, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, quoi, je veux dire, au bout d'un moment, c'est ce que raconte ce nœud nord. Ce nœud nord, il demande, et d'ailleurs, il y a une guérison là-bas, dans le signe du Bélier, et il demande cette forme de spontanéité première, cette forme de jaillissement, cette forme d'élan du cœur. C'est tout ce qu'il nous demande pour nous préparer, nous accompagner dans ce renouveau. Les amis, je vais être obligée de faire du montage. Pour mes pas assez spontané justement à mon goût. Peut-être parce que j'ai des petites notes devant les yeux et je me dis ah oui, est-ce que j'ai dit ça, est-ce que je dis ça. Bon, c'est un peu chiant du coup, je suis désolée. Mais bref, c'est comme ça. Par contre, si ça vous a apporté une ou deux informations, je vous remercie de liker, partager et de vous inscrire à ma newsletter si vous voulez communiquer un petit peu avec moi et rentrer dans mon monde, les amis, pour être au courant des nouveautés, notamment des coffrets que je réalise pour aider à cette nouvelle naissance, hein, qui se situe dans le cœur. Je vous remercie de votre patience, de votre écoute, et je vous dis à la prochaine nouvelle lune. Bye bye.